Cette journée, donc le médecin, le directeur et tous qui sont participés au droit. D'accord. Donc on est là ce jour pour vous présenter les gestes qui sont. À votre avis, c'est quoi ces gestes? Ça consiste à quoi ces gestes? Alors, dites-moi tout. Ouais. Par exemple, les gestes à suivre lorsqu'on a une chance, par exemple, quelqu'un qui s'étouffe. Ok. Donc elle a parlé d'étouffement, ce qu'on va aborder tout à l'heure. Ce qu'il faut après, donc c'est juste un petit aperçu. On a étouffement partiel, étouffement total. On va l'aborder tout à l'heure. Quoi d'autre? Les accidents nerveux. Voilà. Donc c'est le médecin qui parle. Que faire quand une personne s'évanouit devant nous? Ok, ça marche. Donc moi je suis Nadir Azib, je suis formateur en secourisme, donc SST, PSC1, formateur en habilitation électrique, incendie et sûreté. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris, si on peut traduire en arabe. Quand on arrive, on trouve une victime, on fait quoi? On va essayer, donc un volontaire pour faire victime. Allez, qui veut assister? La première victime, est-ce que quelqu'un a déjà sauvé une vie ou pas? Ok. Est-ce que quelqu'un a déjà vu c'est quoi le massage cardiaque? Dans les films, non? Oui. Ça marche. Donc, qui veut faire acte? Allez, ça marche. Restez à manger sur un dos. Quand on arrive, donc il vous appelle, si quelqu'un vous appelle, ou vous êtes de passage, vous faites quoi? Quand vous arrivez, vous trouvez un scénario comme ça, vous faites quoi? Premier geste, c'est quoi? C'est quoi? Appelez les secours. Appeler les secours, ok. Ils vont vous dire, mais la quoi la victime? Est-ce que la victime est vivante ou pas? Donc, je vais faire quoi? Ok, donc je vais faire mon bilan. Le bilan, il va consister à quoi? Ok. Quoi d'autre? Sur les bilans, on a besoin de quoi? On a besoin de 4 éléments. C'est quoi ces 4 éléments? On a besoin de savoir si la victime saigne. Donc le premier à vérifier chez la victime, c'est les saignements. D'accord? Après, on va faire quoi? On va vérifier l'étouffement. Après, on va vérifier quoi? L'état de conscience. Et après, c'est la respiration. Pourquoi ils ont procédé ainsi, à votre avis? Pourquoi ils nous demandent de faire l'examen de la victime? On commence par les saignements. Avant d'abord, on a une chaise. Donc on arrive sur un scénario. On va faire quoi tout de suite? On a dit on va faire de la prévention. On va enlever les obstacles. Pourquoi on enlève les obstacles? Quoi d'autre? Les témoins, quand ils vont arriver, les pierres, ils vont arriver, ils risquent de faire quoi? Ils risquent de tomber sur la victime. Donc on aura 2 victimes au lieu d'une victime. Même vous aussi. D'accord? Quand vous allez arriver, vous allez faire quoi? Vous avez oublié la chaise, vous risquez de tomber sur la victime. D'accord? Pourquoi on commence par les saignements, à votre avis? Je peux commencer par la respiration, je peux commencer par l'état de conscience, mais pourquoi ils exigent les saignements? Ok. Il ne faut pas toucher au corps étranger. On commence par les saignements. Pourquoi? Si vous commencez par l'étouffement. Ou par exemple, l'état de conscience. La victime, elle saigne. Donc, vous perdez du temps. C'est pour ça qu'on commence tout de suite par les saignements. Comment savoir si la victime saigne ou pas? On va palper la victime. Donc, ce qu'on vous demande, c'est toujours d'avoir des gants sur vous. Mettez des gants. D'accord? Parce que si vous touchez la victime, vous avez une plaie. Donc, voilà. Même si vous avez des sacs, par exemple, dans votre entourage ou dans votre sac, des gants, d'accord? Ou des gants, vous avez sur vous. Comment on procède? Donc on va commencer du haut en bas, d'accord? On va commencer de la tête vers le bas. On va faire quoi? On va faire ça. À chaque fois, je regarde mes mains. Pourquoi? S'il saigne. Voilà, à chaque fois, je fais ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Vous voyez ou pas? Pourquoi je ne fais pas ça? Je fais toujours ça. Je ne fais pas ça. Ok. Si je fais ça, il y a un corps étranger. Quand je vais faire ça, je vais faire quoi? Je vais le ramasser. Mais quand par exemple je vais faire ça, il y a quelque chose ici, donc je vais faire attention. C'est pour ça qu'on vous demande de commencer du haut en bas avec ce système. Donc on fait ça.
À chaque fois, je regarde mes mains. Voilà. Les deux côtés. Après, je vais faire ça aussi. Voilà. Et jusqu'au bout. Les deux pieds. C'est bon pour vous? Après, je vais faire quoi? Deuxième. On les a dit tout à l'heure. Donc, deuxième élément, c'est quoi? Étouffement. Comment je vais faire pour l'étouffement? Je vais faire juste ça. Donc, s'il y a quelque chose dans sa bouche, je vais la récupérer. Là, il y a une feuille de salade, je vais la récupérer. Donc, on a vu l'étouffement. Après quoi? L'état de conscience. Comment on vérifie? Monsieur, c'est le montant des cérémonialement, ouvre les yeux. D'accord? Par contre, s'il est négligique, c'est par exemple, il est paralysé quand il est tombé. Donc, on vous demande de prendre les deux mains. Monsieur, c'est le montant des cérémonialement, ouvre les yeux. Ok. Pourquoi les deux mains, on a dit? Si la victime est négligible, donc on va le savoir. Par exemple, quand vous faites ça, il est paralysé de ça, il ne va pas savoir. D'accord? C'est pour ça qu'on fait ça. Il nous reste quoi? La respiration. Comment on contrôle la respiration? On va faire ça. Là, on ouvre la bouche, on fait ça. Donc je vais mettre mon oreille, la joue vers sa bouche. Et je regarde le ventre pendant combien de temps? À votre avis? 5 secondes. Combien? 5 secondes. Plus. 10 secondes. Pourquoi ils ont choisi 10 secondes? Pourquoi c'est pas 5, c'est pas 20? Ils ont dit 10 secondes. Parce que la victime, un certain temps, elle peut présenter un gasp. Le gasp, c'est quoi? C'est le dernier souffle de la victime. C'est quand on dit la victime est en train d'agoniser. On ne va pas prendre en considération, la victime va faire ça. Je vous montrerai après une vidéo, elle va faire ça. Donc elle est en train de partir. Généralement, le gaz peut dire combien? Généralement 7 et 8 secondes. C'est pour ça qu'on vous demande de rester 10 secondes. D'accord? Sur voilà. Ok. Tout à l'heure, on a vu la victime quand elle était sur le dos. Maintenant, on va voir la victime quand elle est sur le ventre. Comment on fait? Est-ce qu'on peut contrôler les saignements? Si ou pas? On peut contrôler ça. Donc, ça gêne en rien. Est-ce que je peux contrôler l'étouffement? Non. Je ne peux pas, ça me gêne. Est-ce que je peux contrôler l'état de conscience? Oui. Ça ne gêne pas. Est-ce que je peux contrôler la respiration? Non. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire un retournement. Nous, on dit, on va faire un retournement selon la méthode Superman. Superman, comment il va faire? Il va faire ça. Pour s'envoler. D'accord? Donc, on va faire un retournement. Ce qu'on vous demande, c'est de respecter la position de sa tête. La victime regarde comme ça, mon retournement va être vers mon côté. Si la victime regarde de ce côté, donc le retournement va être vers mon côté. Maintenant, le retournement, je vais faire comment? Ok. Regardez comment je vais faire pour sa main. Par contre, je change juste de côté, parce qu'ils ne vont pas voir après. Voilà. Après, je vais faire quoi? Je vais venir vers la victime, je vais ciser à l'épaule. Le passage, je vais faire ça. Après, je vais m'arrêter là. Ma main reste toujours là, par contre, ma main qui tenait l'épaule va venir là. L'avant-bras va être là. D'accord? Pourquoi? Pour respecter les cervicales et la tête. Donc, je vais faire ça, je vais l'accompagner au sol, tout doucement. Voilà. À ce moment-là, je peux faire quoi? Je vais contrôler l'étouffement et la respiration. Est-ce que c'est bon pour vous? Quelqu'un veut participer? Allez, vas-y. C'est bon. Je vais regarder. Prends une autre personne. Qui veut faire avec lui? Allez, go. Allez, involontaire. Toi, tout à l'heure, tu as désigné ton ami. Allez, on va se allonger. Sur le dos.
On va compléter. Allez, vas-y, à toi. Merci. Vas-y. Après le saignement, dès que vous rentrez, s'il y a un saignement, vous allez le voir. Mais quand on parle de la victime, ça nous permet de voir si la victime saigne ou pas. Voilà, à chaque fois, il faut regarder tes mains. Tu as mis des gants, bien sûr. Tu peux faire tour, jamais enjamber la victime. Pourquoi? Des fois, des gens qu'ils font, dans la précipitation, il faut faire ça. Enjamber la victime. Jamais enjamber la victime. Pourquoi? Donc, le petit, il a dit, sinon, vous allez tomber sur la victime. D'accord? Donc, il faut absolument éviter d'enjamber la victime. Donc on a dit étouffement. Oui. Juste regarder sa bouche. Voilà, tu regardes s'il y a quelque chose à l'intérieur. Tu regardes juste s'il y a quelque chose à l'intérieur. Ok, après 13. État de conscience. Oui. Demain, monsieur, c'est mon tombé. Voilà. Monsieur, si vous m'entendez, c'est un moyen de organiser. Voilà, conseil pour attirer la main au cœur. Voilà. Après, il nous reste quoi? La respiration. Ok. La respiration. Quand tu. Voilà. Voilà. On ouvre la bouche. Voilà, on a dit, on reste pour 10 secondes. C'est bon? Ok, je vais faire l'autre, c'est bon. C'est bon pour vous? Le bilan, c'est bon? On a fait le bilan, maintenant il nous reste quoi? On a fait le bilan, on sait que la victime, s'il saigne, s'il ne saigne pas, s'il fait, etc. On va appeler les secours. D'accord? C'est quoi? C'est les numéros de ce. 14, les pompiers, c'est ça? Quoi d'autre? Voilà, 17, police nationale, gendarmerie 1055, protection civile 14, le SAMU 16. Après, voilà. Quand on a un arrêt cardiaque, on va appeler qui? Les pompiers ou le SAMU? On appelle le SAMU social. Docteur, tout à l'heure, il nous a donné un numéro pour joindre les pompiers directs, si vous voulez noter. Donc, si vous voulez noter le numéro des pompiers d'Amisio, c'est 034 08 77 14. Voilà. Donc, leur ligne directe, comme ça, ils vous répondent tout de suite. Donc, on a les numéros de téléphone. Il nous reste quoi? Le message à transmettre, c'est quoi? Donc, on va leur dire quoi sur l'appel? La localisation. Ok, l'adresse exacte. Si par exemple, on va dire on est à l'institut, il faut préciser où, quelle salle, l'étage, etc. C'est très important. Okay. Quoi d'autre? La nature de l'accident. La nature de l'accident. Quoi d'autre? L'état de victime. L'état des victimes et le nombre des victimes. D'accord? Quoi d'autre? Après, qu'est-ce qu'on a fait comme geste? C'est par exemple une scène, on a fait une compression, ce qu'on va voir tout à l'heure. D'accord? On va faire quoi après? Ils vous demandent de ne pas raccrocher les premiers. Vous dites, est-ce que je peux raccrocher? S'ils ont tous les éléments, ils vont vous dire, vous pouvez raccrocher. Sinon, ils vont vous dire, restez en ligne. Ok, ils vont vous demander après quoi? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va nous attendre à l'extérieur? Donc, demandez à quelqu'un de vos collègues d'y aller à l'entrée pour les accueillir et comme ça, ils vont gagner du temps. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Par contre, donc on a les numéros de téléphone. Si la victime, donc on a une victime, on a le sauveur, sourd et muet.
comment il va appeler? Il arrive sur un lieu d'accident, il y a que lui, par exemple, dans la campagne, il a une victime, sur lui, il prend le téléphone, il n'arrive pas à appeler. Comment il va faire? Donc, c'est à vous, puisque vous êtes dans le numérique, trouvez ce numéro. Nous, en France, c'est le 114. Le 114, c'est une plateforme d'SMS. Donc, le surimi, il va faire quoi? Il va prendre le téléphone, il va faire 114, il va marquer SOS, accident de circulation, etc. Ils vont communiquer avec lui par SMS. Un certain temps, ils vont lui envoyer un lien. Sur le lien, ils vont lui demander d'activer la caméra. Il va activer une caméra. Ils vont lui dire diriger la caméra vers la victime, par SMS. Donc il va faire comme ça, pour examiner la victime. D'accord? Donc ils vont voir ce que la personne va en dire. C'est bon pour vous? Donc à vous de trouver ce numéro, je ne sais pas s'il existe en Algérie ou pas. Autre chose, quand la victime est en danger de mort, par exemple la victime elle est, je sais pas, elle est séquestrée, donc elle sort avec la personne, elle ne peut pas donner un signe pour dire je suis menacé, ou par exemple je suis séquestré, etc. C'est quoi à votre avis ce geste? Exact. Est-ce que tu peux juste le... Voilà. Donc c'est ça le geste. Quand vous voyez une personne vous faire ça, c'est que la personne elle est en danger de mort. Elle ne va pas vous faire ça. Elle peut vous faire ça. Elle peut par exemple vous faire ça. Si la personne vous fait ça, c'est que la victime est en danger de mort. Il faut intervenir. Vous allez faire quoi vous? Allô 17. Voilà, la police et la gendarmerie. Vous n'allez pas aller voir la victime, peut-être qu'elle est armée, etc. Donc il faut attention. C'est bon jusque là? Ok. On va arriver au second. Supposons qu'on a trouvé un saignement. C'est quoi un saignement pour vous? Oui. Ok, c'est du sang, c'est du liquide, qui sort vers l'extérieur, mais pas du saignement. Après, il y a une clé ouverte, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Nous, ce qu'on cherche, saignement. Le corps, notre corps, on a combien de litres dans l'organisme? 20 et 1. Au an, on a combien? 5 et 10. Pour nous, on a 5 à 6 litres. D'accord? Pour les femmes, ils ont 4 à 5 litres. Quand ils sont enceintes, ils ont 5 à 6 litres. L'enfant, elle a combien de litres? L'enfant, ça dépend de l'âge déjà. L'enfant. 3 litres. D'accord? Le nourrisson, à votre avis? 250 millilitres. 250. Donc même pas le... Peut-être même pas le verre. Ouais. Un verre d'eau, ouais. D'accord? Vous voyez un petit peu le comportement vous demande, dès qu'il y a une victime, on regarde s'il saigne ou pas. Faites attention, s'il y a le code pénal, par exemple, vous trouvez une victime. Vous allez dire, de toute façon, il y a quelqu'un qui va s'arrêter. Hein. Par contre, si il y a des caméras, si vous chopez, par exemple, maintenant avec l'intelligence artificielle, vous passez devant la caméra, votre visage, ça y est, déjà allé sur le logiciel. Et vous allez recevoir une convocation. Ils vont vous dire, tel jour, vous êtes passé, il y avait une victime, vous n'avez rien fait. Le délai, donc c'est quoi le code pénal? 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Après l'Algérie, je ne sais pas, j'ai vu 3 mois, jusqu'à 5 ans, plus une amende. D'accord? C'est une non-assistance à une personne en danger. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous allez me dire, mais je vais m'arrêter, mais je vais faire quoi? Je ne suis pas formé. Je vais faire quoi? Appeler, déclarer. On m'a donné l'alerte. C'est très important. D'accord? Je prends le téléphone, j'appelle les pompiers. Je suis en présence d'une victime. Je n'ai pas fait l'histoire, je ne sais pas quoi faire. Ils vont vous guider. Ils vont vous dire, mettez-le au haut-parleur. Vous posez votre téléphone, mettez-le au haut-parleur. Ils vont vous expliquer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc on a vu comment on examine la victime, le bilan, les numéros de téléphone, le message à transmettre. Est-ce que c'est clair? Ok. On va rester toujours sur les saignements. Tout à l'heure, tu m'as dit, par exemple, la personne reçoit un corps étranger. Ok. Elle a reçu un couteau ou une planche ou... Le couteau, il est vers le ventre. On fait quoi? Donc, il a reçu un coup de corps étranger au niveau de la cage thoracique. On fait quoi? On le laisse partir. C'est lui qui fait l'hémostase. C'est lui qui arrête le sang. Si vous le touchez, vous allez faire quoi? Voilà. C'est pas dans les films. Comme vous voyez dans les films, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, le corps étranger, il reste. On ne touche pas. D'accord? On fait quoi par contre?
La victime, elle va se balader, j'ai mal, je vais l'enlever, etc. Donc on va essayer de dire à la victime, on ne touche pas, si vous touchez, vous allez mourir. D'accord. On va faire quoi? Tout ce qui touche la cage thoracique, on va l'installer en position demi-assise. Pourquoi? On va demander à la victime de s'asseoir. Voilà, soit. Vous allez me dire, mais sur le tout, comment on va faire? Donc on va faire quoi? On va se mettre à genoux. On va mettre la victime vers nous. D'accord? Voilà. Ça fait position demi-assise. Sinon, si par exemple on est dans une salle, etc., on va accompagner la victime et elle va s'asseoir. La question qui va venir, le corps étranger, il est là dans le dos. Vous allez me dire, mais comment on va faire la position demi-assise? À vous de trouver. La victime a reçu un corps étranger au niveau du dos. On vous demande de la mettre en position demi-assise. Comment on va faire? Donc, ce qu'on va faire, on va demander à la victime, pareil, se mettre à genoux, d'accord? Après, on va faire quoi? On va faire épaule contre épaule. Donc, la victime, il va se reposer dans notre épaule. Si vous avez un autre témoin, pareil, il va se mettre épaule contre épaule. Ok. Ça, on a fait au niveau de la cage thoracique. Maintenant, la victime a un corps étranger au niveau de l'abdomen. On fait quoi? On va demander à la victime de s'allonger. Dès qu'il y a notion de saignement, il faut tout de suite allonger la victime. Pourquoi? Saignement, tout de suite allonger la victime. Réduire la gravité. C'est quoi? Réduire la gravité pour savoir. Ok, quoi d'autre? Vas-y. Pour empêcher les s'épanouir. Ok, on ne sait jamais, il va faire un malaise. Quoi d'autre? On demande à la victime, tout de suite, quand il y a le saignement, on va allonger la victime. Pourquoi? Pour oxygéner quoi? Oxygéner les organes vitaux. D'accord? Beaucoup plus quoi? Organe vital, beaucoup plus le cerveau. C'est pour ça que dès qu'il y a une notion du saignement, on allonge la victime, comme ça on va oxygéner le cerveau. D'accord? On fait quoi après? Donc on a allongé la victime. Il y a un corps étranger au niveau de l'abdomen, la victime elle va vous dire j'ai mal, on fait quoi? J'ai mal, on fait quoi? On va demander à la victime de faire quoi? On va faire quoi? On va ramener ses pieds. Pourquoi? Ses jambes. Si on a une chaise, on va le mettre sur une chaise. À votre avis, pourquoi? Ok, quoi d'autre? Si on a une plaie comme ça, quand on va ramener ses jambes, on va faire quoi? On va refermer la plaie. Quoi d'autre? Quand on va faire ça, on va mettre ses pieds sur une chaise. Il va faire quoi aussi? Il va détendre le ventre. Comme ça, il va avoir moins mal. D'accord? Tout à l'heure, il vous dit à chaque fois j'ai mal. Donc, la plaie va se refermer sur elle-même. Et en même temps, il va avoir moins mal. Si vous n'entendez pas, vous pouvez avancer. Voilà, c'est mieux, vous êtes. Donc on a vu le corps étranger au niveau de la cage thoracique, on a vu le corps étranger au niveau de l'abdomen. Maintenant, vous trouvez une victime avec un doigt coupé. On a un doigt coupé, on fait quoi? Généralement, quand il y a une coupure franche, il n'y a pas de saignement. Ok, donc il n'y a pas de saignement, on va mettre une contraste pour le protéger. Par contre, il y a le doigt par terre, on fait quoi? Ok, donc toujours on a mis des gants, on fait quoi? On va récupérer le doigt. Par contre, on va le conditionner. Comment on va le conditionner jusqu'à l'arrivée des pompiers? Déjà, dans un sachet. Ok, attends, je vais sur ta. Un doigt imaginaire. Donc le doigt, on va le récupérer. On le met dans un sac. Toi, on fait quoi après? Après, on met dans le sachet, on le met dans un sachet. Maintenant, on a le plat qui contient de la glace. Ce qu'on vous demande, c'est avant de le mettre dans la glace, vous le mettez dans un torchon. D'accord? Une serviette, vous enveloppez. Après, on va faire quoi? On va ramener de la glace dans un autre sac. On va faire quoi? On va le mettre à l'intérieur. Pourquoi on ne met pas direct le doigt avec la glace? Ça va faire des engelures, c'est comme des brûlures. C'est pour ça qu'on vous demande. Donc, dans un sac, dans un sac pour qu'il soit propre, on l'enveloppe avec un mouchoir, un tissu, etc. Après, on le met dans un sac. Ok. Par contre, on va le laisser où? Supposons que c'est une victime. Okay. On va le poser où? En attendant l'arrivée du secours. On le pose.
Est-ce qu'on le laisse ici, là, 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 on le pose là? Comment on fait? Peut-être entre les jambes. On va le poser où? Peut-être entre les jambes. Ce qui est conseillé, c'est de poser derrière la tête. Si vous avez plusieurs victimes, vous le mettez comme ça. Si tu arrives, tu vas le poser là. Supposons que c'est un adulte, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Tu vas me dire son doigt. C'est ton doigt. Quoi, mon doigt? Donc, à ce moment-là, il va se rendre compte. Après, vous allez le traumatiser. Après, il va avoir un choc émotionnel, psychologique, etc. Nous, ce n'est pas le but. Vous le récupérez, vous le mettez là. Ici, peut-être il ne se rend même pas compte que son doigt est coupé. D'accord? C'est bon jusque-là? Ok. Si on trouve une plaie simple, on fait quoi? Par exemple, ici, il y en a un qui se blesse, vous allez faire quoi? À l'infirmerie, ils vont faire quoi? Ou chez vous? On va désinfecter. Comment on va désinfecter? Ça, c'est pour une plaie simple, d'accord? Toujours on met des gants, on lave les mains, etc. On prend une compresse. Donc on fait ça, c'est ça. Après on désinfecte. Comment on désinfecte? Est-ce que de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur? Voilà. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on vous demande, c'est de papoter l'extérieur pour nettoyer. Après on va faire de l'intérieur à l'extérieur. S'il y a quelque chose, on va l'évacuer. Ok. On a fini. Il nous reste quoi à faire? On lui fait un petit pansement. Par contre, ce qu'il vous demande de plus, c'est il faut faire quoi? On a soigné, il faut récupérer ses coordonnées. Je ne sais pas si vous le faites ici. Donc, il faut récupérer ses coordonnées, les laisser à l'infirmerie, ils vont prendre en note, etc. Comme quoi, on ne sait jamais si l'état s'aggrave, il va dire, mais ça m'est arrivé à l'institut, ça peut être un accident du travail. D'accord? On va demander à la victime quoi? On va lui dire, tous les 2 jours, il faut que tu changes de pansement. Le soir, c'est par exemple si ça infecte, etc., il faut que tu ailles aux urgences. Si tu présentes de la fièvre, etc., qui dit fièvre, d'infection. C'est bon? Ok, on va lui demander un vaccin. C'est quoi que le vaccin? Quand tu as... Ouais. Ok, mais le vaccin qu'on va lui demander à la victime, c'est les vacciné ou pas? Le tétanos, c'est exact. Qui est obligatoire tous les combien? 10 ans. Généralement, normalement, nous, c'est 20, c'est 25, 45, 65. Après, tous les 65 ans, tous les 10 ans. Donc, 25, 45, 65. D'accord? Après, à partir de 65 ans, c'est tous les 10 ans. Donc, il faut demander à la victime s'il est vacciné ou pas. Est-ce que c'est bon ici? Ok. La victime saigne du nez. Elle a reçu un choc, vous vous êtes bagarré avec, un coup de poing au niveau du nez. La victime saigne. Vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? La victime saigne du nez. On appelle l'épistaxis. On lui fait monter comme ça. Donc il a dit qu'il faut mettre la tête en arrière. Ça c'était avant. Généralement, les grands-mères, c'est ce qu'ils disaient. Si on fait ça, on va faire quoi? Il va avaler son sang, il va s'étouffer, il va faire une fausse route. Donc ce qui est conseillé, ce qu'il faut faire quoi? On va demander à la victime de se pencher en avant. D'accord? Quoi d'autre? Ok, on va demander à la victime de se moucher. Pourquoi? Pour évacuer les cailloux. Donc, il s'est mouché, on va faire quoi? On va demander à la victime, ou vous-même, vous êtes ici, pour prendre combien de temps? 10 minutes. La question qu'on va poser tout à l'heure, pourquoi 10 minutes? Pourquoi ils n'ont pas choisi 8, 7, 6? Pourquoi 10 minutes? Voilà, parce que le temps de coagulation, c'est entre 7 et 8 minutes. Donc, pour faire large, ils ont dit 10 minutes. D'accord? Essayez d'appuyer sur vos narines. Essayez d'appuyer sur vos narines. Vous avez vu, c'est... D'accord? Après, nous, ce qu'on utilise ici, on peut l'avoir sur la trousse de secours, le sur-ballon. D'accord? Ça, c'est le sur-ballonnement qu'on utilise, par exemple, pour les gens qui font beaucoup plus de saignement. On le récupère, vous allez voir après. Ce qu'on va faire, on va faire ça, on va l'enrouler. Là. On va le plier en deux. On va mettre des sirop physiologiques. D'accord? Pourquoi? Donc on ouvre un sirop physiologique. Après on le met dans la narine. Pourquoi on met du sirop physiologique sur ça? Ou de l'eau, ou ce que vous avez sous la main. D'accord? De quoi?
De quoi? Pour le rendre moins désagréable. Imaginez, vous mettez quelque chose à l'intérieur de votre nez, ça va vous irriter. Donc c'est pour ça qu'on met... D'accord? Est-ce que c'est bon? Saignement du nez. Ok. On va trouver la victime, amputer des jambes, etc. Ça saigne abondamment. On va faire quoi? Toujours avant de... Bon. On fait quoi? Si on a par exemple plusieurs victimes amputées, on va faire quoi? On va commencer par une plaie, ça saigne. Bon, ok, ça saigne. On va faire tout de suite quoi? On va prendre, comme on a dit tout à l'heure, un sac que vous avez sous la main. D'accord? On fait ça, on va faire quoi? On va faire une compression. D'accord? On fait une compression. Si ça saigne toujours, on va faire quoi? On va mettre des compresses. On va mettre des compresses, d'accord? Et on va mettre notre pompe. Nous, ce qu'on a, c'est des compresses hémostatiques ou par exemple, on a des tampons relais. Les tampons relais, c'est comme des coussins, hémostatiques. C'est déjà prêt comme ça. C'est déjà prêt. C'est juste à mettre sur ça. On peut utiliser. Donc, on a mis le deuxième. On a mis donc, on met une compression. Ça saigne toujours. On va mettre tampon relais. D'accord? On a mis une fois. Ça saigne toujours. On va remettre une compression. D'accord? Ça saigne toujours. On va faire quoi? On a le droit de mettre deux tampons relais. On va remettre un autre comme ça, dessus. Ça saigne toujours. On va remettre notre compression. D'accord? On est arrivé, ça y est, on a utilisé tout. On a mis des tampons relais, on a mis des compressions directes, ça saigne toujours. On va faire quoi? On va poser le garrot. Le garrot, c'est quoi? On va poser le garrot, c'est le dernier recours. Donc on le laisse au dernier recours. Sauf par exemple si vous avez plusieurs victimes amputées. D'accord? Donc la main coupée, ça saigne abondamment, vous n'avez pas à mettre les compresses, c'est une urgence. Donc on va mettre le garrot. Le garrot, c'est le dernier recours. Je vous dirai après pourquoi. Donc, il saigne ou amputé, on va faire quoi? On va mettre ça, c'est un garrot improvisé. Je vous montrerai après un garrot. On parlera du garrot pour vous montrer les applications. Comment on pose un garrot? Donc on a dit saignement abondant, amputé, on va poser notre garrot. Comment on va le poser? Soit disons ici. Donc mon genou est parti, on va poser le garrot. Ah voilà. Ok. Donc on peut poser le garrot. On peut le poser ici. On peut le poser ici. D'accord? Ici et là. Par contre, jamais sur les articulations. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Pourquoi on ne pose pas sur les articulations? On ne peut pas complexer. On ne peut pas complexer. Exact. Donc on va faire quoi? On va poser notre garrot. Comment on pose un garrot? Soit une ceinture, soit cravate, soit écharpe, ce que vous avez. Donc on fait ça. Vous voyez un petit peu, regardez, je vais faire ça. Je récupère le bout. Après je serre. Vous faites deux fois. Après vous pouvez mettre un bois, vous tournez, etc. Sinon, si. Par contre, votre garrot, il faut qu'il y ait l'arrêt du saignement. C'est ça le but. C'est par exemple, vous avez mis votre garrot. Ça saigne toujours, votre garrot n'est pas efficace. Donc on va faire quoi? On va le resserrer plus. Il faut, quand on met un garrot, on n'a rien, on n'a pas de saignement. Il faut arrêter le saignement. Ce qu'il faut, donc on a mis notre garrot. Tout de suite, on va faire quoi? Avancez si vous voulez, hein, sinon vous n'allez pas... Vous entendez ou... Quand on met le garrot, on vous demande de mettre l'heure exacte du pose du garrot. Donc j'ai posé le garrot par exemple à 14h, je mets 14h. Pourquoi? Quand on pose un garrot, il faut, quand vous appelez les secours, vous dites bien j'ai posé un garrot. Vous vous demandez à quelle heure vous l'avez posé. Généralement, à partir, on a 2 heures, au-delà de 2 heures jusqu'à 6 heures, la membre peut gangréner. Donc il peut perdre son membre. D'accord? C'est pour ça, quand on pose le garrot, quand on appelle les secours, il faut préciser que vous avez mis un garrot en place. Pardon. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on le met dans un sac, on le coupe, peut-être il peut récupérer son membre. On va le conditionner tant qu'il arrive aux urgences. D'accord?
Donc on précise comme quoi on a mis le garrot. Quoi d'autre? Si la victime, il va vous dire, mais c'est trop serré ton garrot, desserre-le. Non. On fait quoi? Mais arrête, tu as serré. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit de le desserrer. Pourquoi? Quand on l'a serré, d'accord? On a dit qu'on a serré, il n'y a plus de saignement. On a arrêté les saignements, ok? Si je libère, si je fais ça, je vais desserrer un petit peu. On va faire quoi? Là, on va trouver des toxines. Donc, quand on a arrêté les saignements, donc il n'y a pas d'oxygène, on va faire quoi? Donc là, il y a des toxines, on va le libérer. On va faire ça, je vais desserrer un petit peu, ok? Après, demain, tu vas entendre que la personne que tu as mis le garrot est décédée. Décédée à quoi? Parce qu'il y a des toxines. Quand tu libères les toxines, ils vont organiser, donc ils vont monter vers l'organisme, la victime va mourir d'un choc septique. C'est pour ça, quand on met un garrot en place, on n'a pas le droit de desserrer. On a le droit que de le serrer. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Quel est le délai entre la mise du garrot et la... Généralement, il faut agir au bout de 2 heures. Quand tu mets tes garrots, généralement les pompiers sont là au bout de... C'est par rapport à l'arrêt du symptôme. Combien? Si tu serres ton garrot, normalement tu vas avoir direct l'arrêt tout de suite. Mais par contre, si la victime a froid, on couvre la victime, mais on ne couvre pas l'endroit où on met le garrot, parce qu'il faut qu'il soit visible pour le surveiller. Et quoi d'autre? Les secours, quand ils vont arriver, ils vont voir tout de suite comme quoi vous avez mis un garrot. Si vous couvrez la victime, il y a des couvertures de survie dans le trou de secours. Ce qui est déconseillé, la couverture de survie, vous l'avez vu, il y a 2 faces. C'est quoi l'utilité des 2 faces? Donc, doré, jaune, c'est pour l'extérieur quand la victime a froid. On inverse, d'accord, quand la victime a chaud. Par contre, quand il y a des éclairs, la foudre, ça attire la foudre. Donc, c'est déconseillé quand il y a de la foudre. Vous prenez votre veste, vous mettez votre veste, etc. Après, si vous n'aimez pas la personne, je vous ai rien dit. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur le garrot? Des questions sur les saignements? On passe à autre chose. On passe à l'étouffement si vous n'avez pas de questions. L'étouffement, c'est quoi pour vous l'étouffement? Voilà, il va dans la trachée. Voilà. Ok. On fait quoi? Donc on a 2 sortes d'étouffement, il faut les différencier. On a l'étouffement total et l'étouffement partiel. Partiel, c'est ça. Donc la victime, il va faire ça. Vous arrêtez, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi tout de suite? On va demander à la victime de tousser. On va encourager la victime à tousser. On respecte la victime. Si la victime elle est en train de manger, ok. Donc je respecte la victime, je vais l'encourager à tousser. Tousser. Donc on va lui dire tousser. Par contre, si vous faites la victime, ça c'est l'étouffement partiel. Vous arrivez derrière, vous faites l'étape dans le dos. La victime, elle était en train de respirer. Elle vous a parlé. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai avalé à travers. Donc, il y a de l'air qui rentre. Elle parle. Donc, si vous faites l'étape dans le dos, si par exemple, le corps étranger il était comme ça, donc il y avait un passage d'air, il va faire quoi? Il va faire ça quand vous allez faire l'étape dans le dos. Donc, ça va le bloquer. Donc, c'est qui l'a bloqué? C'est vous. Après, il faut justifier devant le tribunal, juge. Donc, étouffement partiel, faites attention. Généralement, c'est ce qui se passe. On les voit souvent. Derrière les arrêts du table d'ombre. C'est déconseillé. Okay? Étouffement partiel, on respecte la victime, tousser. On va arriver, on va trouver la victime. Qu'est-ce qui t'arrive? La victime ne parle pas. On parle d'étouffement total. On fait quoi? On va faire les tapes dans le dos. Avant une niche. Involontaire? Allez, on prend toujours. Donc, je tape dans le dos, vas-y, tu t'es étouffé. Ok, on va faire quoi? On a dit, l'étape dans le dos, vous me dites si c'est bon ou pas. Allez, l'étape dans le dos. Je fais combien? 3. 5 tapes dans le dos. Soit on dit les tapes ou les claques dans le dos. Généralement, soit les tapes, soit les claques. On fait 5 fois. Entre les 2 omoplates. D'accord? Entre les 2 omoplates, on fait 5 tapes dans le dos. Par contre, si on fait juste ça, il va faire quoi la victime? Il va tomber la victime. Donc il va faire quoi? On va faire ça. On penche la victime vers l'avant. Pourquoi cette position? Pour faciliter l'évacuation du corps étranger. Donc on fait ça. 5 tapes dans le dos.
4 et 7. Si la victime du corps étranger n'est pas sortie, on fait quoi? On fait la méthode Heimlich. C'est quoi cette méthode? Donc, c'est une compression abdominale. Donc, je vais faire quoi? Compression abdominale. Donc, je vais sélectionner quoi? Donc, je vais venir vers sous le sternum, je vais faire ça. D'accord? Je vais faire ça. Donc, je vais chercher le sternum. D'accord? Sinon, ce que vous faites ça. Donc, nombril, vous faites ça. Vous allez arriver à votre sternum. Donc, là, nombril, sternum, vous faites ça. Et après, derrière, vous exercez une pression vers vous. Donc, vous venez là. Donc, il est où le nombril? Il est là, je fais ça. Après, la victime est là, j'exerce une pression vers vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Regardez la position, ça et ça. C'est bon? J'ai fait 5 fois. Donc, 5 tapes dans le dos, 5 fois Heimlich. Donc, on a dit Heimlich, c'est une compression abdominale. Ça n'a pas marché, je fais quoi? Je refais les 5 tapes dans le dos. Je fais Heimlich. 5 fois dans le dos. Heimlich. La victime, à un certain temps, elle va devenir bleue, cyanosée. On fait quoi? On allonge la victime et on commence notre RCP, réanimation cardio-pulmonaire, qui consiste massage cardiaque, insufflation. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce qu'on va faire après la fin. Est-ce que c'est bon pour vous? Adulte. Tape dans le dos, Heimlich. Tape dans le dos, Heimlich. Après. C'est bon pour vous? Ça, c'est pour adulte. On va voir maintenant enfant. On fait quoi pour enfant? Comment on fait? Enfant, ce qui est conseillé, lui c'est un nourrisson, on va supposer que c'est un enfant, d'accord? Pour l'enfant, on va faire ça. D'accord? Voilà. 5 tapes dans le dos, pareil, les deux omoplates, et là, la force que vous allez exercer sur l'adulte et l'enfant, c'est pas pareil. D'accord? Donc on a dit combien? 5. Ok, on a fait les 5, ça marche pas, on fait quoi? On va faire Heimlich. Comment on fait Heimlich pour un enfant? Pareil, donc on va venir là. Par contre, l'enfant, c'est pas comme l'adulte. Je ne vais pas faire Heimlich, il va arriver là. Donc je vais faire quoi? C'est moi qui vais m'adapter à la position de l'enfant. Donc je vais faire ça. Pareil, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça ne marche pas. On va faire tout à l'heure. Vous allez me dire, mais j'ai pas de chaise. Je fais par exemple la voie publique ou à l'extérieur. Je fais ça. 4, 5, après, regarde, je vais faire ça. C'est bon pour vous? Donc on a vu adulte, enfant, il nous manque le nourrisson. Comment on fait pour un nourrisson? Le nourrisson, c'est ça. On fait ça. Il y en a qui font juste ça, il y en a qui font comme ça, pour leurs pieds. Pourquoi? C'est quoi qui change? Ça et ça. Ça amortit le jeu. Voilà, si la victime, par exemple, l'enfant tombe, comme ça, le nourrisson tombe, on peut le récupérer. Donc on fait ça. Regardez maintenant. On fait combien de fois? 5. Il n'y a pas de corps étranger. Je vais faire quoi? Je vais faire ça. Donc je vais faire quoi? Je vais faire ça. Regardez mon pied. Pourquoi cette position? Pour faciliter l'évacuation du corps étranger. Ok, on va faire. Donc entre les deux tétons, on va faire ça. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Si par exemple le corps étranger, vous le voyez, vous pouvez mettre votre main pour le récupérer. Sinon, on refait. Voilà, regardez. Pourquoi je mets ma main ici? Pour voilà, pour éviter laisser un défaut. Ok, donc je vais faire quoi? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon? On va arriver l'étouffement pour une personne obèse ou une femme enceinte. On fait quoi? Pareil, étape dans le dos, ça ne gêne en rien. Mais par contre, vous allez venir pour faire une niche. Avec le ventre, vous n'allez pas y arriver. Donc on fait quoi? C'est dans ces deux cas, on va faire quoi? Au lieu de faire Heimlich abdominal, ça va venir ici, thoracique. Je fais mes 5 tapes dans le dos. Ça ne marche pas. Je vais faire quoi? Je vais venir dans les deux cas. Femme enceinte, personne obèse. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Ça, c'est pas dans le. C'est des gens, ça leur est arrivé. Donc, ils nous l'ont dit dans les formations qu'on essaye de le partager. Par exemple, vous allez me dire, mais je suis seul, je mange chez moi, je m'étouffe. C'est qui va me sauver? À votre avis? Comment faire? Le mur. Comme il a dit, donc si on a un mur, d'accord?
l'étape de tout à l'heure, je vais faire ça. D'accord? J'ai pas de mur. J'ai qu'une table, une chaise. Je vais faire quoi? Je vais faire une niche avec la chaise. D'accord? Une niche avec la chaise. Il n'y a pas de chaise, il n'y a que la table avec les coins de table. Ça, c'est pas. C'est des gens, ça lui est arrivé, ils ont fait ça. Et, donc, les coins de table. Une niche, coin de table. C'est bon pour vous? Par contre, on a mis une table, une chaise, on est à l'extérieur. On fait quoi? Il y a des gens, ce qu'ils ont fait, ils sont jetés au sol. Quand le ventre a touché le sol, il a fait une compression lui-même. Et ça a dégagé le corps étranger. Il y a des vidéos sur YouTube. Ouais. Ils sont étouffés, ils sont jetés au sol. Avec la pression le poids du ventre en contact du sol, ça a dégagé le corps étranger. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur le mouvement? C'est bon? Allez, ensuite, malaise. C'est quoi le malaise pour vous? C'est quoi le malaise? On peut le définir as une sensation pénible, traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme. Je n'ai pas bu mon café, je suis énervé, ça peut provoquer un malaise. D'accord? Un malaise, c'est pas automatiquement vous allez tomber dans les pommes. Non. Par exemple, quelqu'un, j'ai pas bu mon café, quelqu'un m'a stressé, etc. Je peux faire un malaise. On fait quoi dans ce cas-là? C'est quoi? On fait quoi? Il y a ma tête qui tourne, elle va me dire, je sais pas ce qui m'arrive, etc. On fait quoi? On va accompagner la victime au sol. Pourquoi? Tout de suite, on accompagne la victime au sol. Sinon, à tout moment, il peut tomber. Quoi d'autre? Quelles sont les questions qu'on peut lui poser? Ok? Est-ce qu'elle consomme des médicaments? Est-ce qu'elle a un traitement à prendre? Ok? Quoi d'autre? Est-ce que vous n'êtes pas hospitalisé hier? Est-ce que vous prenez un traitement? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Est-ce que vous avez l'habitude, etc. Donc on va essayer de recueillir le maximum d'infos. D'accord? Des fois, quand vous appelez par exemple le SAMU ou les pompiers, ils vont vous dire est-ce que la victime est consciente? Ils vont vous dire oui, il est conscient. On passe le téléphone à la victime. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de mettre le haut-parleur. Pourquoi? Il va vous dire médecin du SAMU ou SAMU du pompier, passez-moi la victime. Ok. On lui pose le téléphone. Il va dire oui, docteur, je peux rentrer chez moi. Il va dire oui, est-ce que vous l'avez entendu? Qu'on peut lui aider? Tu peux rentrer chez moi. C'est pour ça qu'on vous demande d'activer le haut-parleur pour entendre la conversation. C'est bon pour vous? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait aussi? Malaise. Donc on a dit, on l'accompagne, soit en position demi-assise, soit il va vous dire non, je ne suis pas bien. On allonge la victime, on va se lever les jambes. Quoi d'autre? Ils ont trouvé quelques techniques, les NRS nous l'ont formé, donc on essaie de les transmettre. C'est quoi? Pour justement, quand quelqu'un fait un malaise, on vous demande de demander à la victime de s'asseoir et de faire ça. Faites-le. Vous tirez. Regardez le coude et vous tirez. Donc tirer apparemment ça soulage énormément. D'accord? Donc vous demandez à la victime de faire ça, par exemple sur assise, etc. Il tire. Ils ont trouvé aussi une autre technique. Vous demandez à la victime de se mettre sur un mur, elle va faire ça. Elle va faire ça, d'accord? Ça. Elle va faire quoi? Elle va essayer de serrer ses mains, les mollets, les fesses. Elle va faire ça. C'est un certain temps, elle va vous dire non, je vais tomber dans les pompes. On va lui demander de s'allonger et elle va faire pareil. Est-ce que c'est bon? Ok. Après, si la victime elle va vous dire mais je ne sens plus mes mains, c'est-à-dire, j'ai une main, je ne la sens plus. C'est quoi? Ça peut nous orienter vers quoi? Un AVC, c'est quoi un AVC? C'est quoi? C'est accident vasculaire cérébral. C'est quoi? Donc on a deux sortes d'AVC. On a AVC d'origine ischémique et AVC d'origine hémorragique. Ischémique, quand il fait un scanner ischémique, généralement c'est récupérable, il peut récupérer. Par contre, quand c'est hémorragique, donc on a tout le circuit qui est endommagé, généralement on ne tarde pas. D'accord? Hémorragique est récupérable. Quand c'est ischémique, c'est récupérable. Par contre, il ne va pas récupérer ses fonctions 100%. Est-ce que c'est bon?
Quand si je vous dis par exemple, j'ai une paralysie côté gauche, donc c'est quel côté qui est atteint du cerveau? Droit, exact. Donc côté droit. Si c'est le côté droit, c'est le côté gauche. Ok. C'est bon pour ça? Pour l'AVC. Ok. Si la victime il va vous dire j'ai ma cage thoracique serrée, on dirait que c'est quelqu'un qui me poignarde dans le dos, etc. Ça veut dire quoi? Ça va nous orienter vers quoi? Je ne suis pas américain. J'ai mal, j'ai des douleurs thoraciques qui irradient vers l'épaule gauche, qui irradient vers le dos. Quand une personne vient comme ça, on fait tout de suite un ECG. Pourquoi? Ça nous oriente vers l'infarctus du myocarde. C'est quoi l'infarctus du myocarde pour vous? C'est un muscle cardiaque qui est touché, soit nécrosé, etc. C'est ce qu'on parle de l'infarctus du myocarde. D'accord? Quelqu'un va vous dire j'ai mal au ventre. Bon, ça va nous orienter vers quoi? C'est pour ça qu'il faut les prendre en considération. Il va dire j'ai fait un malaise, mais j'ai mal au ventre, etc. Ça peut nous orienter vers quoi? Intoxication, quoi d'autre? Appendicite, occlusion, etc. C'est pour ça les malaises, il faut les prendre en considération. Si par exemple, ici, un malaise, vous appelez le médecin, c'est le médecin qui va décider est-ce qu'il va libérer la personne ou pas. Imaginez, vous dites non, c'est rien, etc. Et sur la victime, il lui arrive quelque chose. Ils vont vous dire mais pourquoi vous l'avez laissé partir? Okay. Si vous trouvez une victime, elle va vous dire j'ai un médicament dans ma poche, donnez-moi le médicament. Est-ce qu'on les donne ou on ne les donne pas? Qu'est-ce qu'on fait? On va dire de la ventoline. Allez, j'ai ma ventoline, donne-moi ma ventoline. Qu'est-ce que vous faites? Ventoline, médicament. Ok? Donc vous allez faire quoi? Vous allez récupérer le médicament, vous allez lui donner à la victime. Donc, s'il arrive quelque chose, le geste, donc vous avez pris le médicament, vous l'avez donné à la victime. Qu'est-ce qui est conseillé? C'est par exemple la ventoline. Il va dire, ok, il a pris de la ventoline. Généralement, quand quelqu'un est en crise d'asthme, il fait des doses de ventoline. La ventoline, il va faire quoi? Il va accélérer le rythme cardiaque. Il va s'étouffer beaucoup plus. D'accord? C'est pour ça, on fait quoi? On demande un avis médical. Il s'amuse. Généralement, on appelle SAMU. Tout ce qui est d'ordre médical, on appelle SAMU. Je suis en présence d'une victime, elle est asthmatique, ventoline, est-ce que je lui donne ou je ne lui donne pas? Le téléphone, l'appel, il est enregistré. S'il arrive quelque chose, ils vont me dire mais vous n'avez jamais appelé? Si. C'est le médecin qui m'a dit voilà, donnez la ventoline. Est-ce que c'est bon? Appelez, quand vous appelez les secours sur les numéros qui vous ont donnés. Parce que l'appel est enregistré. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur les malaises? Est-ce que c'est clair pour les malaises? Il y en a par exemple qui peuvent faire un malaise, suite à ça, par exemple, ils travaillent dans un endroit, c'est trop chaud. Vous allez faire quoi? La personne va vous dire, écoute, je travaille dans cet endroit, c'est trop chaud, etc. Je fais trop de malaise, vous allez faire quoi? Comment on peut trouver une solution? Ok. Quoi d'autre? Ok, on peut. Quoi d'autre? Il va vous appeler, par exemple, un responsable va vous dire tu as fait la formation, tu as fait la prévention, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ces malaises à chaque fois? On va faire quoi? On va regarder le bureau où il travaille la personne. Peut-être c'est trop chaud. Il ne supporte pas la chaleur. Donc on va faire quoi? On va mettre l'aération, la clim, etc. Quoi d'autre? On va mettre un frigo. On va mettre des bouteilles d'eau, on va lui demander de boire et se passer. Les pauses, on va lui, par exemple, il prend sa pause à midi, on va lui dire non, à 10h, tu vas aller te laver, tu bois de l'eau, etc. Il faut y se passer pour éviter justement ces malaises. Est-ce que c'est bon pour vous? Les médicaments, il ne faut jamais les donner. Appelez le SAMU. Je suis en présence d'une victime, il me réclame ces médicaments, est-ce que je lui donne ou je lui donne pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Est-ce que vous avez des questions sur les malaises? J'arrive, je trouve une victime allongée au sol. Ok? Elle est en train de faire des convulsions ou des épilepsies. Elle va faire ça. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on trouve une personne, elle fait des crises d'épilepsie. On fait quoi tout de suite? Éloigner les objets. Ok, merci. Donc on va écarter les objets dangereux. Quoi d'autre? Faut pas. On ne touche pas, ok. Quoi d'autre?
protéger la tête. Donc, quand la victime va faire des crises d'épilepsie, etc., elle va faire ça. Donc, nous, on va prendre notre veste, si vous avez par exemple un coussin, etc., pour mettre sur sa tête. Comme ça, quand il fait ça, on n'aura pas le. On écarte les os dangereux, on cale sa tête, on ne touche pas la victime, on laisse jusqu'à ce que la crise cesse. On ne donne pas de clé, on ne met pas la main dans la bouche ou une cuillère dans la bouche, c'est une miette. Est-ce que c'est bon pour vous? Quand la crise est partie, on fait quoi? Donc la victime est plus en crise, mais par contre il est inconscient. On fait quoi? On va refaire notre bilan qu'on a fait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que peut-être pendant la crise, la victime s'est blessée. Donc on va faire les saignements, l'étouffement, l'état de conscience et la respiration. À ce moment-là, on trouve la victime, il est inconscient. On fait quoi? On a appelé du secours, je suis en présence d'une victime, j'ai fait le bilan, elle ne saigne pas, mais par contre il est inconscient. Ils vont vous dire quoi? Mettez-la. Position latérale de sécurité. C'est quoi cette PLS? La fameuse PLS. Elle sert à quoi cette PLS? Libérer les voies aériennes. Quoi d'autre? Ok, pour oxygéner beaucoup plus et pour mettre à l'aise aussi la victime. Quand vous avez mangé, dormez sur le côté gauche. PLS, on discutera après. On aura besoin de deux donc, victimes. Vous savez faire la PLS ou pas? Oui. Allez, qui veut nous faire? Victime, PLS, qui est le secouriste? Allez, un volontaire, les deux. Hein. L'un de vous. Vas-y, tu veux me faire la PLS? Tu sais faire ou pas? Je te montre que tu l'as refait. Est-ce que vous avez vu le geste? Il a enlevé les lunettes. PLS, il faut absolument enlever les lunettes. Pourquoi? Quoi d'autre? La victime, quand elle est au sol, il a des lunettes, il faut absolument enlever les lunettes avant de la mettre en PLS. On a dit pourquoi? Quand on tourne la victime, ça risque de casser les vitres. Et à ce moment-là, on va faire quoi? On va abîmer les yeux, c'est pas le but. Ah oui, là, ça va. Alors, comment tu vas faire ta PLS? Donc, il a fait le bilan, d'accord? Le bilan qui consiste saignement, étouffement, état de conscience, respiration. La victime, il est inconscient, mais elle respire. Quelqu'un en PLS, on peut. Pardon. La PLS, on le met à une personne inconsciente et elle respire. Si la victime, elle ne respire pas, on ne la met pas en PLS. On va mettre quoi? On va faire quoi? Si la victime ne respire pas, ne répond pas, on va faire le social. Donc la PLS, c'est pour une personne qui est inconsciente, elle respire. Allez, à toi. Attends, je vais te faire, tu vas. Donc quand on arrive près de la victime, on va faire quoi? On va faire ça. On va faire ça. À 90. Si la victime il est comme ça, il ne faut jamais lui dire allez, je vais essayer de forcer pour le temps. Peut-être qu'il y a une malformation. On laisse tel qu'il est. D'accord? On va faire quoi? On va faire ça. Paume contre paume. D'accord? Qui va venir là. Après, on va saisir là. Voilà. On va saisir le genou de l'extérieur. Je vais vous le refaire de l'autre côté. D'accord? Je vais reculer en arrière pour laisser de l'espace et je tourne la victime vers moi. Voilà. Ma main va venir là pour enlever ma main tout doucement. Après, je vais caler la victime. Voilà. J'ouvre sa bouche, c'est absolument ces deux points, il faut les faire. Ouvrir la bouche pour faciliter l'évacuation. Après, je vais faire quoi? Je vais mettre ma main sur le ventre, ma main reste là jusqu'à l'arrêt du secours. Pourquoi? Je vais le faire de l'autre côté pour que ça vous voit. Un peu sur le dos. Donc, on a dit PLS à 90. Je vais faire quoi? Main, paume contre paume.
vais saisir un genou extérieur. Lui, il va me servir de levier. Donc c'est lui qui va m'aider à tourner la victime. Je vais faire ça. D'accord? Voilà. Je vais venir là pour enlever ma main très doucement. La victime va se reposer sur sa main. Je vais faire quoi? Il reste quoi? Je vais ouvrir sa bouche. Voilà. Ma main va direct au ventre, reste là jusqu'à l'arrivée du souffle. Pourquoi? Pour contrôler si la victime respire ou pas. C'est pas la victime est sur le dos, je l'ai mis en PLS, je suis sur la chaise, je vais regarder TikTok, etc. Non, vous surveillez la victime, même sur le ventre. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, je vais essayer de là. Recule en arrière. Voilà, recule en arrière. Non, non, ta main reste là. Voilà, vas-y. Voilà. Attends, tu as vu, il faut pas enlever tout de suite. Voilà. Mets ta main ici pour. Voilà, tire ta main tout doucement. Parce que sinon, il va enlever sa, tu vas enlever sa main aussi. Toujours sa bouche. Cale son pied à 90. Remonte un peu, remonte. Là, regarde. Tu mets la main sur le ventre jusqu'à l'arrivée du souffle. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Ce qu'on vous demande aussi pour la PLS, si la victime présente des traumatismes, par exemple il y a une fracture, la victime est inconsciente, est-ce qu'on l'a mis en PLS ou pas? Non. On ne touche pas la victime, on reste près de la victime, on surveille la victime. Si la victime tombe dans la conscience, on fait quoi? Ou il commence à vomir. La victime, elle commence à vomir, par contre on a une fracture. On a mis est-ce qu'on l'a mis en PLS ou pas? Elle est en train de vomir. Si vous ne faites rien, elle va avoir ici vomissement, elle va mourir d'étouffement. On l'a mis sur quel côté? Il vous demande de la mettre sur le côté atteint. Par exemple, la fracture, elle est là. On ne va pas faire ce geste qu'on a fait tout à l'heure. On va juste prendre le pied sain, on la tourne. D'accord? On ne touche pas aux fractures. Si par exemple la fracture, elle est là, on ne touche pas, on fait ça, on tourne la victime. Est-ce que c'est bon pour vous? Femme enceinte, personne obèse, on est mis sur quelle position? La PLS, la PLS, vous la mettez sur le côté. La personne, vous la mettez sur le côté gauche ou le côté droit. Peu importe. Par contre, ce qui est conseillé pour la femme enceinte, personne obèse, par exemple, la victime, elle est là. Elle est là. Donc, vous allez mettre la victime de quel côté? De ce côté. D'accord? Par contre, pour une femme enceinte, personne obèse, c'est conseillé de la mettre côté. Quel côté? Gauche. Gauche, pourquoi? La circulation sanguine. Voilà, parce qu'il y a une veine cave inférieure qui alimente, il fait quoi? Elle participe à la circulation sanguine. Quand vous mettez la personne sur le côté droit, elle va comprimer cette veine. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de la mettre sur le côté gauche. Mais si vous avez, par exemple, oublié de la mettre sur le côté gauche, vous l'avez mis dans le côté droit, c'est pas méchant. Mais l'essentiel, personne ne laisse. Femme enceinte, mettez-la sur le côté gauche. Okay? Vous dormez, vous allez manger, dormez sur le côté gauche. Maintenant, vous savez qu'il y a une veine cave inférieure. Et fait quoi? Elle est dans la circulation sanguine. Vous dormez sur le côté droit. Des fois, il y a des gens, quand ils se lèvent, il est déjà fatigué. Pourquoi? Parce que la circulation sanguine n'était pas bien faite pendant son sommeil. Dormez sur le côté gauche. Jamais dormir sur le ventre. Jamais dormir sur le côté droit. Dormez toujours sur le côté gauche. C'est bon? On a vu pour femme enceinte, adulte, il nous reste le nourrisson. Le nourrisson, comment on fait l'examen pour un nourrisson? On trouve un nourrisson. On va vous dire, on ne sait pas s'il saigne, on ne sait pas s'il a inconscient, on fait quoi? On a dit saignement, étouffement, état de conscience, respiration. D'accord? Les saignements, c'est pareil. Ok? On regarde à chaque fois. L'étouffement. Il y a quelque chose. Quoi d'autre? On a dit l'état de conscience. Si tu m'entends, serre-moi le nez. C'est même pas ce que je lui demande. Donc on va faire quoi? On va faire ça. Donc on fait ça. S'il ouvre ses yeux, c'est qu'il est conscient. S'il n'y a rien, c'est qu'il est inconscient.
D'accord? Est-ce que c'est bon? Ce qu'on vous demande aussi pour la respiration, vous avez vu tout à l'heure l'adulte, on fait ça. D'accord? Par contre, le nouveau-né nourrisson, on le laisse tel qu'il est. On l'appelle la position neutre. Pourquoi? On ne fait pas ça. C'est à nous de faire ça, de contrôler sa respiration. Pourquoi il vous demande de ne pas faire comme ça comme l'adulte? C'est avec la leçon fragile. Si vous faites ça, c'est un risque pour lui. On parle de position neutre. Est-ce que c'est bon? Donc on a vu le bilan pour... Donc la PLS pour l'enfant adulte, c'est pareil. Ce qui change, la PLS pour le nourrisson. Comment on fait la PLS pour un nourrisson? Allez, qui a une idée? Ça part d'autre. PLS nourrisson. C'est ça le PLS pour un nourrisson. Je mets mes mains là. La bouche ouverte, je mets la main là et je surveille sa respiration. Je fais ça, je vais m'asseoir. Parce que si vous le donnez à sa maman, vous allez dire à sa maman, tu fais ça, mais la maman, elle ne sait pas qu'il contrôle sa respiration. Donc si aux secouristes ou ceux qui connaissent, vous faites ça, vous ouvrez sa bouche, la main sur l'autre. Vous restez là jusqu'à l'arrivée du secours. Est-ce que c'est bon? Vas-y, je peux te mettre juste debout pour voir. Ils vont voir. Je te veux juste te mettre debout, comme ça tu me montres comment il est. Voilà. Est-ce que c'est bon? Les gaz, c'est l'enfant a des gaz, donc c'est ça. La PNS, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur la PLS? Donc la PLS, on met la personne en PLS quand la victime est inconsciente, elle respire. Ok. Maintenant, on a fait notre bilan, la victime est en lit. Il n'y a pas de respiration, il n'y a pas d'activité cardiaque. On fait quoi? La victime ne respire plus. On fait quoi? On va faire un massage cardiaque. Il consiste à quoi ce massage cardiaque? Quand je vais faire mon massage cardiaque, c'est quoi l'utilité? Donc le massage cardiaque, on va faire ça, supposons que c'est une victime. Donc entre les deux... Non, c'est bon. Merci. Donc, on a fait notre bilan, la victime ne respire plus, il n'y a pas d'activité cardiaque. On fait quoi? On va faire notre réanimation cardio-pulmonaire. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par la circulation? On commence par le massage cardiaque. Le massage cardiaque. Combien? Il faut masser. Combien on va masser? 3. 3 fois. 30 massages cardiaques. 30 fois. Donc on va faire quoi? Soit vous faites ça, d'accord? De toute façon, il faut que ça soit au milieu. Donc je vais faire ça. Je vais faire ça, ma main sur l'autre. Regardez mes épaules, d'accord? Et je fais le massage cardiaque. Et 1, et 2. Pourquoi je fais et 1, et 2, et 3, et 4, et 5? Pour la rythme. Voilà. Sinon, il y a la musique Sting Live. Vous mettez la musique Sting Live des Bee Gees, ça vous donne la rythme. Donc, au milieu, je fais ça, voilà, et j'exerce une pression. D'accord? Combien on a dit? 30. Et 29 et 30. D'accord? Quand je fais 30, je fais quoi? Je fais 2 insufflations. Pour faire les 2 insufflations, vous allez faire quoi? Vous allez faire ça. Vous appuyez sur les narines, vous ouvrez la bouche de la victime et vous faites 2 insufflations. Vous gonflez d'abord vos poumons et vous envoyez 2 insufflations. Si par exemple la victime, il y a du sang dans sa bouche, vous n'êtes pas à l'aise dans ce bouche à bouche, nous on les appelle les insufflations. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous faites que les massages cardiaques. Vous faites, au lieu de calculer 30, vous faites massage cardiaque sans s'arrêter. Quand on commence un massage cardiaque, on n'a pas le droit d'arrêter. Est-ce que c'est bon? On a dit on fait combien? 30. Ok. Adulte, enfant. On fait quoi? Supposons que c'est un enfant. On commence par quoi? On fait 5 insufflations. On va venir pourquoi? On va faire 5 insufflations. Pour enfant, c'est comme l'adulte. On va faire ça. On pince le nez, on ouvre la bouche, on envoie 5 insufflations. On gonfle bien les poumons 5 fois, on envoie. Ok. Après, on fait quoi?
avec une main, on va venir là pour faire combien? 15 massages cardiaques. Et 1, et 2, et 3, jusqu'au 15. Donc quand je fais 15, je reviens 2. 15, 2, 15, 2 jusqu'à la main du souffle. Par contre, quand je commence tout de suite, je fais 5 insufflations. Pourquoi? Enfants nourrissons, ils ont besoin d'oxygène tout de suite. C'est pour ça qu'on leur donne 5 insufflations. Donc on va arriver. On a dit avant de faire le massage, 5 insufflations. Pour l'enfant, on fait ça. 5 fois. Après, on arrive avec une main, et 1 et 2 jusqu'à 15. Donc 15, 2, après, on reste 15, 2 jusqu'à la main du souffle. Ça, c'est pour enfants. Nourrissons. Nourrisson, c'est comme l'enfant, pareil. On va faire quoi? 5. On va faire 5 insufflations. Par contre, l'enfant, ce qu'il vous demande, c'est vous allez englober sa bouche et le nez. Vous allez mettre votre bouche sur les deux narines. Pourquoi? Vous mettez votre bouche ici. Pourquoi? Après, vous envoyez 5 insufflations, faites une fois, 5 fois. Votre bouche, elle va englober la bouche et les narines de nourrisson. Pourquoi? Pour envoyer le maximum d'oxygène. Donc, on a fait les 5. On va venir ici, entre les deux tétons. On fait combien? 15. 13, 14 et 15. Après, on fait quoi? 2 insufflations. Donc, 1, 2. Après, je rattaque 15. 2, 15, 2 jusqu'à la main du souffle. Quand on commence le massage cardiaque, on n'a pas le droit d'arrêter. Même si vous voyez que la victime il est bleue, il n'y a pas d'activité, vous allez dire, ça fait 15 minutes que je fais le massage cardiaque, je vais arrêter. On n'est pas médecin, vous n'avez pas le droit d'arrêter le massage cardiaque. Quand on commence le massage cardiaque, vous n'avez pas le droit d'arrêter. Même les pompiers, ils arrivent, ils n'ont pas le droit d'arrêter. Il faut que le médecin qui va leur dire, c'est bon, on arrête. Vous avez commencé le massage cardiaque avec l'heure, et regarde l'heure, c'est lui qui dit ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. On a une victime, elle est en arrêt cardio-respiratoire, on a un défibrillateur. C'est quoi le défibrillateur? Ok, on va voir tout à l'heure, je vous montrerai en faire, je vous montrerai tout. Le défibrillateur, il sert à quoi? Vous avez vu l'appareil ou pas? Vous avez en tête l'appareil? Ok. Il sert à quoi ce défibrillateur? Ok. Choc électrique, donc il est relié avec l'électricité du cœur. Ok. Donc, défibrillateur, fibrillation. Donc, le cœur, il va faire quoi? Le défibrillateur, il va faire quoi? Il va chercher la fibrillation. La fibrillation, c'est quoi? C'est une contraction anarchique du cœur, donc du cœur. Le cœur, quand il bat, il fait quoi? Systolique, diastolique, systolique, diastolique. Mais quand il y a la fibrillation, il va faire ça. Donc, il ne fait pas son rythme correctement. Donc, il va faire quoi? Donc, c'est qui peut le détecter? Il y a l'ECG et le défibrillateur. C'est pour ça que c'est important. Quand vous avez un arrêt cardio-respiratoire, vous avez un défibrillateur aux alentours, récupérez le défibrillateur, mettez en place le défibrillateur avant de commencer le massage cardiaque. Est-ce que c'est bon? On va le voir après comment on fait. Donc, on installe le défibrillateur. Après, il va nous dire quoi? Donc, on fait quoi? Donc, on va arriver, on va couper les vêtements de la victime. D'accord? On coupe les vêtements de la victime. On met les électrodes. Donc, les électrodes, on met une là, une là. Est-ce que c'est bon pour vous? Une électrode là, une électrode là. Ça marche toujours par deux. Ok. C'est comme un va-et-vient, aller-retour. Parce que c'est l'électricité. Si vous trouvez, donc vous allez mettre une électrode là, on va voir la vidéo après. Vous allez vous trouver par exemple un mini défibrillateur implanté déjà dans le cœur. On va faire quoi? L'électrode dans le milieu, est-ce qu'on a dessus, en bas, ou on fait quoi? Généralement, c'est le problème que les gens rencontrent. Ils coupent les vêtements de la victime, ils vont trouver quoi? Ils vont trouver un mini défibrillateur. Donc c'est juste, c'est comme les piles cardiaques, etc. Vous allez voir une tuméfaction. Donc on va faire quoi? On va mettre une main, on va décaler les électrodes. On met ça, l'électrode on la met là. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc il y a, vous trouvez par exemple, vous dites mais c'est quoi ça? C'est dur, etc. On va faire quoi? On va décaler d'une main. Au lieu je pose ici, je vais décaler d'une main. Je fais ça et je mets l'électrode ici. Est-ce que c'est bon? Par exemple, vous arrivez là, vous trouvez un patch de morphine. Par exemple, la victime a un patch de morphine, nicotine, etc. Donc on va faire quoi? On va prendre le patch, on va le mettre à la poubelle, on va le jeter, etc. Sinon, on échange de place. D'accord? Sinon, vous ne cassez pas la tête, vous le jetez. Est-ce que c'est bon? On a mis nos électrodes.
Après, il va vous guider, on va vous montrer une photo, d'accord? On va vous montrer une vidéo pour voir comment marche le défibrillateur. Ce qu'il faut comprendre, vous avez un défibrillateur. Il faut absolument, si vous avez un cardio-respiratoire, vous êtes seul. Commencez par la mise en place du défibrillateur. Vous êtes plusieurs. Donc vous êtes plusieurs, vous faites quoi? Un qui va faire le massage cardiaque et l'autre il va préparer le défibrillateur pour gagner du temps. Mais si vous êtes seul, vous avez un défibrillateur, j'ai un défibrillateur juste dans le couloir, je vais aller dans le récupérer. Je fais mon défibrillateur, je fais le massage cardiaque. Je mets en place le défibrillateur, il va me guider, vous allez voir après dans la vidéo, il va me dire faire ça, etc. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? La question qui revient souvent quand on fait des formations, vous vous dites ah mais j'ai pris le défibrillateur qui est mis en place, celui qui fait le massage cardiaque, c'est rien à voir. Lui, ce qu'il gère, il va détecter la fibrillation. S'il y a une fibrillation, il va envoyer le choc. S'il n'y a pas de fibrillation, il ne va pas envoyer le choc. Ne vous étonnez pas si vous allez dire j'ai mis le défibrillateur, mais il ne fait rien. Peut-être qu'il n'y a pas de fibrillation. Ce n'est pas automatiquement. Vous mettez le défibrillateur, automatiquement il va choquer la victime. Non. Il y a une fibrillation. Et l'on voit, il n'y a pas de fibrillation, il va vous dire continuez votre massage cardiaque. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Si par exemple, il y a de la pluie, on fait quoi? On est dehors, on doit utiliser le défibrillateur, mais il y a la pluie, on fait quoi? On va faire un abri de fortune. Par exemple, si vous avez une troupe de secours, il y a la couverture de survie, vous pouvez protéger. Ou par exemple une bâche, des parapluies, etc. Protéger la victime. Vous essuyez l'eau, vous coupez la... On trouve quoi dans le défibrillateur? Le défibrillateur, les électrodes, on trouve des ciseaux, on trouve le rasoir. Quand on coupe les vêtements, peut-être les gens, peut-être par exemple si c'est un homme, poilu. Donc on va faire quoi? On coupe les poils, on rase pour poser les électrodes. Si on pose l'électrode sur les poils, quand le choc va partir, ça va être éparpillé sur les poils. C'est pour ça qu'on rase la victime. Donc quand vous ouvrez le défibrillateur, vous trouvez un rasoir ciseau. Est-ce que c'est bon? Si des fois, on trouve une victime sur une plateforme métallique, du métal, on fait quoi? Soit on fait un dégagement d'urgence, si on peut le changer de place, sinon on fait quoi? On va tourner la victime, mettre par exemple soit des couvertures ou des isolants. D'accord? Est-ce que c'est bon pour là? C'est bon? Oui. Ok. On va voir après les vidéos, ça va vous parler plus. Si par exemple la victime elle est derrière la porte, derrière une porte, vous arrivez à vous dire, vous allez entendre au secours, d'accord? Vous allez entendre derrière la porte au secours. Vous faites quoi? Au secours, aidez-moi, au secours. À l'aide, vous faites quoi? Ok. À la théorie, c'est d'ouvrir, la porte est ouverte, on fait quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Au secours, aidez-moi, à l'aide. Pensez à votre... Ne vous mettez jamais en danger. Avant d'ouvrir la porte, on fait quoi? C'est un incendie derrière. Donc on va faire quoi? C'est un feu derrière. On va faire quoi? Donc on va contrôler la porte. Comment on contrôle la porte? Donc la porte, on la contrôle du bas vers le haut. On fait ça. D'accord? Et on contrôle bien sûr le poignet. Si la porte est chaude, il y a de la fumée qui rentre, l'IET n'ouvre pas. On appelle les pompiers, on leur explique. Si la victime il va vous dire au secours, aidez-moi à l'aide, l'IET n'ouvre pas. Pourquoi? Si on ouvre la porte, ça risque quoi? On va oxygéner la pièce et ça va faire quoi? On aura un feu qui va être propagé. C'est quoi la différence entre un feu et un incendie? C'est quoi la différence entre un feu et un incendie? Quelqu'un va vous dire j'ai un feu chez moi, j'ai un incendie chez moi. C'est quoi la différence entre les deux? Qui va déclencher, c'est auto-déclenché. Donc le feu, avec un verre d'eau, je peux l'éteindre. C'est un départ, c'est un feu qui est en train de naître. Une bouteille, un verre, je peux l'éteindre. Mais par contre, un incendie, c'est non, il faut les pomper. C'est ça la différence. Si je vous dis, c'est quoi la différence entre électrisation et électrocution? C'est quoi? Vous allez appeler les secours, je suis en présence d'une victime électrocutée. Je suis en présence d'une victime électrisée. C'est quoi la différence entre les deux? Quoi d'autre? Ok, quoi d'autre?
Électrisation, c'est que la victime a reçu un choc, mais elle est vivante. L'électrocution, c'est la mort. La victime est décédée. Il faut différencier les deux. Si vous dites, je suis en présence d'une victime électrocutée, mais je l'ai mis en PLS, ils vont vous dire, non, il faut masser, massage cardiaque, etc. C'est pour ça qu'il faut bien différencier ces cas. D'accord? Donc, on a dit, on a contrôlé la porte, mais par contre, on a dit, on arrive, on a contrôlé, c'est chaud, il y a de la fumée qui rentre, on fait quoi? On a appelé les secours, par contre, on n'ouvre pas. La victime vient vous dire au secours, vous la rassurez, j'ai appelé les secours, ils vont intervenir, etc. En attendant, on fait quoi? Donc, en attendant l'arrivée des secours, je vais faire quoi? Si j'ai une source d'eau, je vais arroser la porte pour ralentir le feu. J'ai personne, j'ai pas de téléphone, j'ai rien sur moi. Comment je vais alerter? C'est quoi ce boîtier? J'ai pas de moyen de communication. Je vais faire quoi? J'ai une victime. La victime est une arrêt cardio-respiratoire. Je suis en train de faire un massage cardiaque, mais j'ai rien sous la main pour alerter les autres. Vous faire quoi? Je vais venir, je vais appuyer ici. Ça va déclencher une alarme. Sur la centrale d'incendie, ça va indiquer la position de ce boîtier. Une personne, l'agent de sécurité, va venir voir ce qui se passe. Donc c'est lui qui peut vous sauver. Vous avez par exemple, vous avez un départ de feu ici, vous n'arrivez pas à éteindre avec l'extincteur, vous venez, vous appuyez ici. Vous avez une victime en arrêt cardiaque, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas de moyen de communication, le téléphone ne passe pas, j'appuie ici. On appelle les DM, déclenchant manuel. Le déclencheur manuel, il est relié à la centrale d'incendie. Parce que c'est bon. Des fois, vous le trouvez rouge, des fois, il est vert. Pas le même. Donc, des fois, sur une porte, on trouve un rouge, un vert. Le rouge, c'est pour en cas de départ de feu. Le vert, c'est pour la porte. La porte, des fois, quand vous arrivez, elle ne s'ouvre pas. Vous actionnez sur le boîtier vert, la porte s'ouvre. C'est bon? Donc, on arrive, on trouve la porte, elle est froide. Est-ce que je peux ouvrir ou pas? La porte, elle est froide, j'ai contrôlé, je peux ouvrir. Donc, la position pour ouvrir, je fais quoi? Je vais faire ça. Après, j'ouvre la porte. Pourquoi cette position? Les fumées, ils font quoi les fumées? L'air chaud, il va faire quoi? Il monte. Donc nous, l'air frais, on va le trouver où? On va le trouver en bas. C'est pour ça qu'on se positionne comme ça. Entre nous, pour nous. Après, c'est le moment quoi? On va y aller voir la victime. Là, par contre, il y a des conditions. À votre avis, quelles sont les conditions pour rentrer dans un local confumé? 3 choses à savoir avant de rentrer. Il faut que la victime soit visible. Si vous ne voyez pas la victime avec la fumée, il faut rentrer en miette. D'accord? Parce que vous arrivez, vous allez tomber dans les pommes. Quoi donc? Ok. Il faut que physiquement, vous êtes capable de soustraire la victime. Amputé d'un bras. Je vais faire un dégagement d'urgence. Donc, quoi d'autre? Troisième, il n'y a pas d'obstacle qui gêne le dégagement d'urgence. Il y a plusieurs obstacles, je ne m'engage pas. D'accord? J'appelle les secours, je vais les attendre, c'est des professionnels, c'est des spécialistes. Ok. Si ces conditions sont réunies, donc ok, la victime est visible. Donc, physiquement, je peux sortir la victime, il n'y a pas d'obstacle. Je vais y aller, donc je vais trouver la victime comme ça. Allongée comme ça. Donc, je vais faire un dégagement d'urgence par quoi? La porte, elle est là. La victime, elle est comme ça, la tête, elle est là. Je vais faire quoi? Voilà, je vais prendre les mains de la victime, je vais faire un dégagement d'urgence. L'inverse, les pieds, ils sont là. Donc, je vais prendre la victime par les pieds. Mais par contre, quand je fais ça, ces mains vont faire quoi? Ils vont faire ça, ils vont se balader. Il y a un poteau ici. Voilà, fracture. J'arrive à la fracture. Donc, je fais quoi? Je mets les mains dans les poches de la victime. Si je n'ai pas de poche, je fais quoi? Il n'y a pas ça. Si par exemple, vous avez un but, vous l'envoyez sur la victime. Est-ce que c'est bon pour vous? À ce moment-là, je fais un dégagement d'urgence. Est-ce que c'est bon pour vous? On regarde quelques vidéos, vous me dites après ce que... avant de regarder les vidéos, je vais vous donner quelques... Merci de vous présenter. Donc, vous pouvez prendre des photos. Ça, c'est... Soit vous flashez le QR code, sinon vous allez sur Internet, vous faites ça, vous avez des héros, des héros du jour. Après, ça va vous emmener vers, par exemple, c'est des scénarios. Ils vont vous apprendre, par exemple, des gestions, etc. C'est comme une révision. C'est bon pour vous?
D'accord? C'est une application, vous pouvez la télécharger, Android, iPhone, etc. Le pack est juste permis de sauver. Ils vont vous demander est-ce que vous avez une attestation ou un diplôme dans les soins. D'accord? Si vous l'avez, ils vont vous demander, vous, de la scanner et de scanner votre pièce d'identité. Il sert à quoi? Donc, vous pouvez réviser, etc. dessus. Ils vont vous demander votre numéro de téléphone. Si vous, par exemple, il y a un accident de circulation à côté, cette application, il faut que vous soyez géolocalisable. Cette application, elle va vous envoyer ce message. Il y a un accident. C'est bon ou pas? C'est bon? Il va vous envoyer ce message. Nous avons besoin de votre aide. Merci d'intervenir sur un incident. N'oubliez pas votre masque à l'époque de la Covid. Donc, vous allez intervenir. Ils vont vous faire quoi? À la fin, ils vont vous envoyer, quand l'intervention est finie, ils vont vous envoyer ce message. Vous êtes intervenant comme bon samaritain, etc. Ils vont vous demander, ils vont vous laisser un numéro de téléphone si vous êtes traumatisé pour le suivi. Sinon, ils peuvent vous envoyer une attestation pour attestation de félicitations, ou ils peuvent vous donner votre numéro de téléphone à la mairie va vous contacter pour vous remercier, etc. Est-ce que c'est bon pour vous? Après, on a, c'est une application, toujours, SimLife. C'est quoi? C'est une application, vous allez la télécharger. Dès qu'on est géolocalisable, ils vont vous, par exemple, je suis ici, je ne sais pas où il se trouve le défibrillateur. Je vais le trouver à travers cette application. Donc, je mets SimLife, je la télécharge, je mets la géolocalisation, il va m'indiquer le défibrillateur le plus proche. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Après, je vais vous montrer. Donc on va voir c'est quoi le gaz qu'on a parlé tout à l'heure. Donc on a dit le gaz, c'est le dernier souffle de la victime. Dans les premières minutes qui suivent un arrêt cardiaque, la victime peut présenter des mouvements pouvant être confondus avec des mouvements respiratoires. Mouvements lents, bruyants et anarchiques, appelés gaspes. Ils ne doivent pas retarder la mise en œuvre de la réanimation cardio-pulmonaire. Si le SST a le moindre doute sur la présence pour la victime d'une respiration ou de gaz, il considère que la victime ne respire pas et elle est donc en arrêt cardiaque. Donc si vous voyez la victime en train de faire un gaz, vous l'ignorez, c'est comme la victime ne respire pas. Donc vous faites votre FCP, etc. D'accord? Donc retour, nous on a parlé tout à l'heure de méthode Superman. Si la victime est sur le ventre, le SST doit procéder au retournement de cette victime. Il s'effectue du côté opposé au regard de la victime. Pour cela, le SST place le bras de la victime du côté du retournement au-dessus de sa tête et l'autre le long de son corps. Il se place ensuite dans une position stable du côté du retournement à une distance suffisante. Il saisit la victime par l'épaule et par la hanche du côté opposé au retournement et amène doucement la victime sur le côté. Lorsque la victime se trouve sur le côté, la main du SST qui était à l'épaule vient maintenir la nuque de la victime, alors que l'avant-bras maintient le dos. Le SST termine le mouvement de retournement en tirant sur la hanche, la main qui maintient la nuque accompagnant le mouvement. Il retire délicatement la main qui était sous la nuque, et le SST procédera alors à la recherche de l'état de la respiration de la victime. Si on trouve une victime, par exemple l'accident de circulation, vous trouvez quelqu'un qui est tombé de son scooter, la moto, il a un casque, vous faites quoi? Vous arrivez près de la victime. Donc on a dit on fait notre bilan, c'est un niveau de conscience sur respiration. Donc la victime ne saigne pas, mais par contre, elle commence à bouger. On fait quoi? Est-ce qu'on en a le casque? Elle va vous dire, je m'étouffe, enlève ce casque. Ni, on ne touche pas au casque. On fait quoi? Donc on va demander, donc la victime est allongée, on va faire quoi? On va se mettre à genoux à la victime, on va faire, c'est comme une minerve. Donc on va faire ça. Maintien de la tête. Donc on a dit on n'enlève pas le casque, on laisse tel qu'il est. Est-ce que c'est bon pour vous? Je fais ça. D'accord? Si par exemple se traumatiser, il va vous dire j'ai une fracture, sa main elle est comme ça, j'ai mal. Quand tu vas arriver sur le site, il va te dire
est-ce que tu peux me réduire la fracture? Donc quand il voit l'os, il va dire, tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'on fait ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai mal. On peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, allongé, on a une fracture, il y a l'os qui sort, etc. Il bouge, donc on a dit, on reste derrière la victime, on cale la tête jusqu'à la ligne du secours. Par contre, s'il y a une fracture, il va vous dire j'ai mal. On peut faire quoi? Il va vous dire tu peux juste réduire si tu touches comme ça. Est-ce que c'est risqué ou pas? Ouais. Tu peux toucher une artère, etc. Donc on fait quoi? J'ai mal, vous allez faire quoi? Vous prenez votre veste ou un coussin, vous le mettez sous son bras. Il va faire quoi quand il va poser? Elle va dire là si je suis bien. Donc on a traité. Donc on met un coussin et on cale la tête jusqu'à la mission. C'est bon pour vous? On va voir l'étape dont on a parlé tout à l'heure. En présence d'une victime qui brutalement porte ses mains à sa gorge et qui ne répond pas au SST, celui-ci se place sur le côté et légèrement en arrière de la victime. Il soutient son thorax avec une main et la penche vers l'avant. Le SST lui donne alors de 1 à 5 tapes vigoureuses dans le dos, entre les deux omoplates, avec le talon de l'autre main ouverte. Il permet ainsi de déclencher un réflexe de toux susceptible de débloquer et d'expulser le corps étranger. Il met alors la victime au repos, dans la position où elle se sent le mieux. Juste une précision, c'est les gens qui font des malades souvent. Des fois ils se retrouvent seuls, donc il n'y a personne qui peut les accompagner au sol. Il y a ma tête qui tombe, tout de suite ils sont frein. C'est qu'il va tomber, la tête va fracasser le sol. Donc ce que beaucoup plus on leur demande. Tu es en train, ta tête tourne. Il y a un mur, il y a une voiture à côté, tu fais ça. Tu tournes, tu descends tout doucement jusqu'au sol. Il y a une voiture par là, tu fais rien, tu fais ça. La tête qui tourne, voilà. Tu tournes tout doucement jusqu'à ce que tu t'assoies au sol. C'est bon pour vous? Essayez de ne pas tout garder, donc essayez de transmettre le message. Par exemple, des fois, faites des ateliers. Par exemple, vous dites, vous arrivez chez vous, allez. Si quelqu'un fait un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? À vous de partager votre savoir. Massage cardiaque, les insufflations. Si j'ai un défibrillateur, comment je vais l'utiliser? Allez, on va faire un atelier PLS. Il va me dire, la PLS, elle sert à quoi? Etc. Partagez votre savoir. Les numéros de téléphone, les enfants beaucoup plus. Les numéros de téléphone d'urgence, son nom, prénom, où il habite, les numéros de téléphone. C'est très important. Au moins le numéro. Ok? On a presque fini. On va voir une niche. Si les tapes dans le dos sont inefficaces, le SST réalise des compressions abdominales dites méthode de Heimlich. Il se place derrière la victime contre son dos et passe ses bras sous ceux de la victime de part et d'autre de la partie supérieure de son abdomen. Il place le poing fermé juste au-dessus du nombril et au-dessous du sternum et met l'autre main sur la première, les avant-bras n'appuyant pas sur les côtes. Le SST tire franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut. Il effectue ainsi 1 à 5 compressions en relâchant entre chacune. Dès la désobstruction obtenue, le SST met la victime au repos, dans la position où elle se sent mieux. Je vais vous montrer c'est quoi la fibrillation en 3D. C'est ça la fibrillation. Donc il va poser son défibrillateur, les électrodes. Vous voyez le tracé qui est perturbé. Dès que l'on voit la décharge, donc il récupère son rythme cardiaque. On va voir la fibrillation. Situation réelle, mais par contre il y a l'enfant s'il ne craint pas. Donc on va voir la fibrillation. Regardez bien le tracé ici. Vous allez voir quand la victime fibrille, c'est quoi? On a dit déjà c'est la contraction anarchique du cœur.
C'est ça la fibrillation. Donc on va voir, il va utiliser un défibrillateur. Vous voyez le tracé en haut, il est perturbé. Il va utiliser un défibrillateur à cuillère. C'est comme les cuillères, vous allez voir. Donc il envoie une décharge, le cœur récupère son rythme initial. C'est ça l'utilité du défibrillateur. Quand la victime fébrile, on met un massage cardiaque, le massage cardiaque est efficace à 60%. Mais si on met un défibrillateur, il détecte la fibrillation, il envoie une décharge, derrière on fait le massage cardiaque, notre massage cardiaque va être efficace à 100%. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont inventé des appareils pour faire un massage cardiaque. Donc on a deux sortes de massage cardiaque, deux sortes d'appareils, vous allez le voir. Voilà l'appareil. During an emergency intervention, any life-saving technique is going to require a high level of excellence in its delivery. The Lifeline Arm, DefibTech's latest technological innovation, is an automated chest compression system that, as an adjunct when effective manual compressions might not be possible, consistently delivers at least 2 inches of depth compression at a rate of at least 100 compressions per minute, as advocated by AHA ERC guidelines. Built for the demanding environments of the professional first responder, its unique design and structural integrity allows for quick deployment, enhanced usability, and operation without undue deflection or distortion. Smooth and consistent, the modularized compression piston compensates for variability in chest resistance with each generated chest compression. Advanced battery technology and flexible power options allow for unmatched operating times. For victims of sudden cardiac arrest, the Lifeline Arm's precise operation ensures the high quality and continuous CPR associated with better survival. Be it on the ground, in an ambulance pod, a moving vehicle, or intra-hospital transport, the Lifeline Arm is your solution for uninterrupted CPR. Included in the Lifeline Arm is a red canvas carrying case. Inside the structured bag is a custom foam insert that perfectly contours the components, all of which make the device easy to carry, deploy, and pack up again. The DefibTech tradition of excellence continues to provide superior design and technical innovation in products with powerful features. On a le deuxième appareil. Pojawiły wyglądają do obsługi, musiałam wysłać. Mam certyfikat. Что совершенно нет возвращаться в длину. C'était смысл. On va juste voir, il nous reste l'RCP, la PLS et l'RCP en vidéo. Lors de l'examen, si la victime ne répond pas mais respire, le SST place la victime en position latérale de sécurité, dite PLS. Pour cela, le SST place le bras de la victime le plus proche de lui, à angle droit du corps. Il plie ensuite son coude, tout en gardant la paume de la main de la victime tournée vers le haut. Il se place à genoux ou en trépied au niveau de la taille et resserre le cas échéant les jambes de la victime. Avec la main côté tête, il saisit l'avant-bras opposé de la victime et amène le dos de la main de la victime sur son oreille, côté SST. Il maintient le dos de la main de la victime pressé contre son oreille, paume de la victime contre paume du SST. Il attrape avec l'autre main la jambe opposée, juste derrière le genou, et la relève tout en gardant le pied au sol.
Il recule assez loin de la victime, tire sur la jambe relevée, jusqu'à ce que le genou touche le sol et accompagne le mouvement de la tête au cours de la mise sur le côté. Il dégage ensuite doucement la main qui est sous la tête de la victime en maintenant son coude avec la main qui tenait le genou. Il ajuste la jambe située au-dessus de telle sorte que la hanche et le genou soient à angle droit. Il ouvre la bouche de la victime sans mobiliser la tête. En cas de présence d'un témoin, le SST lui demande alors d'alerter les secours et de lui amener une couverture. Le SST assure la surveillance de la victime, la protège contre le froid et contrôle en permanence sa respiration dans l'attente de l'arrivée des secours. Absolument, la main sur le ventre. Toujours, on a dit contrôler la respiration. D'accord? On va voir comment il installe le défibrillateur. Lors de l'examen, si la victime ne répond pas aux sollicitations du SST et ne respire pas ou pas normalement en présence de gaz, le SST déclenche l'alerte de secours, demande un défibrillateur et réalise immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire dite RCP. Il place le talon de la main au centre de la poitrine sur la moitié inférieure du sternum, l'autre main sur la première, relève les doigts. Juste détail. Quand on fait un massage cardiaque, le cœur, on a dit, penche un peu vers la gauche. Donc quand vous posez vos mains, décalez un peu vers la gauche. C'est juste un détail. Après vous mettez au milieu, c'est pas un problème. D'accord? Et effectue une poussée verticale de 5 à 6 cm, bras tendus, puis relâche la pression. Le temps de compression doit être égal au temps de relâchement. Les compressions se font à une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute. Au bout de 30 compressions, le SST réalise 2 insufflations. Il maintient la tête de la victime basculée en arrière, menton relevé, lui bouche le nez en passant les narines. Il lui ouvre la bouche et applique sa bouche largement ouverte autour de celle de la victime. Il souffle jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. Il se redresse, reprend son souffle en regardant la poitrine s'affaisser et insuffle une seconde fois. Il reprend les 30 compressions, suivies des 2 insufflations, alternativement, jusqu'à l'arrivée du défibrillateur. Dès que le défibrillateur est disponible, le SST le met en fonction et suit les indications sonores et visuelles données par l'appareil. Le SST enlève ou coupe, à l'aide d'une paire de ciseaux, les vêtements recouvrant la poitrine de la victime. Il sort les électrodes de l'emballage, enlève la protection et colle chaque électrode conformément au schéma en appuyant fermement sur le thorax nu de la victime. Ça c'est pour adultes, on fait les deux, donc on colle une ici, une ici. Par contre, enfant nourrisson, on colle une devant, une derrière. Pourquoi? Donc, adulte, vous voyez la position des électrodes. Par contre, enfant nourrisson, je vous demande de coller une devant, une derrière. Pourquoi? Pour élargir les 2 électrodes. Donc, si vous avez généralement sur un défibrillateur, on trouve électrodes adultes et on trouve les électrodes enfant nourrisson. Si vous avez juste pour adulte, donc adulte c'est assez facile, on suit le schéma. Par contre, pour enfant nourrisson, on n'a que les électrodes adultes, on met une devant, une derrière. Est-ce que c'est bon?
Il connecte les électrodes. Le défibrillateur lance alors l'analyse du rythme cardiaque et demande de ne pas toucher la victime. Il annonce qu'un choc est indiqué et demande de se tenir à distance. Le SST s'assure que personne ne touche la victime et pour cela, il annonce. Donc le défibrillateur, il va vous dire ne touchez pas la victime. Si je touche la victime, il se reste quelque chose. Alors, il va me dire écartez-vous, ne touchez pas la victime. Si je mets la main sur la victime, ça fait quoi? Je vais fausser les résultats. Donc il va prendre mon rythme cardiaque à moi. C'est pour ça qu'il va vous dire écartez-vous, ne touchez pas la victime. Et en même temps, il a trouvé une fibrillation, il va envoyer une décharge. À haute voix, écartez-vous. Il laisse le défibrillateur déclencher le choc électrique ou appuie sur le bouton choc clignotant quand l'appareil lui demande. Voilà, parce qu'il y a l'automatique et semi-automatique. Le SST reprend ensuite, sans délai, les manœuvres de RCT et continue à suivre les recommandations de l'appareil. Après, quand on met les électrodes, on n'a pas le droit de les débrancher, d'accord? Même si la victime, on l'a récupérée. La victime, on a récupéré, on a fait notre massage cardiaque. La victime, elle vous dire merci, tu m'as sauvé la vie, je paye un tacos, etc. Niet. Donc on laisse les électrodes sur place jusqu'à l'arrivée du secours. On les laisse pourquoi? La victime, on l'a récupérée, elle est vivante. Elle demande d'enlever les électrodes, ça les gêne. Est-ce qu'on les lève, on les enlève ou pas? Pourquoi on les laisse? Parce qu'à tout moment, il peut faire un deuxième arrêt. Donc on ne va pas s'amuser à enlever, à remettre, etc. Donc on les met sur place jusqu'à l'arrivée du secours. Même si la victime, on l'a récupérée, on la rassure, on reste près d'elle et on lui pose des questions pour la rassurer, etc. Si on a une autre victime. De quoi? Si on a une autre victime. Si tu as une autre victime, on a un cadre respiratoire, à ce moment-là, tu vas l'enlever, tu vas l'utiliser. Voilà. Mais si tu as qu'une victime, que les électrodes, on n'a pas le droit de les enlever. Par exemple, si ces électrodes à usage unique, on les utilise par la couverture. Donc si vous avez que des électrodes, 2 électrodes dans votre défibrillateur, anticipez. Donc faites une demande d'avoir au moins 2 ou 3. Parce qu'il va se passer les dates de différenciation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? On peut rajouter juste une brûlure? Ok. C'est quoi pour vous? Une brûlure, par exemple, un enfant ou vous, vous cuisinez, etc. Vous faites brûler. Vous faites quoi? On s'excuse. Ok. Merci de votre présence. Brûlure, on fait quoi? Brûlure avec l'eau, etc. Tout de suite. Je vais faire quoi? Qui dit brûlure dit l'eau. Donc je vais voir soit le robinet, etc. La brûlure, elle est là. Donc je vais faire quoi? Source d'eau, robinet, température tempérée, d'accord? La brûlure, elle est là. Je vais faire quoi? Je vais faire un ruissellement. Donc je vais faire couler l'eau d'ici. Si je mets sur la brûlure, est-ce que ça risque ou pas? Ça va faire mal. Donc la brûlure, elle est là. Je fais ça. Température tempérée. C'est qui va me dire si c'est chaud, si c'est froid? C'est la victime. Elle va dire, oh là c'est trop froid, oh là c'est trop chaud. Donc après vous adaptez la température. C'est les vêtements, quand il y a une brûlure thermique, on ne touche pas les vêtements, ils sont collés à la peau. Thermique, collé à la peau, sous l'eau. Voilà. Après on appelle les secours, on demande un avis. Si vous demandez d'emmener aux urgences, vous l'emmenez aux urgences. D'accord? Après si c'est une brûlure légère, vous pouvez mettre de la flamazine chez vous, etc. Par contre, flamazine médicament, une personne peut faire de l'allergie. Donc c'est voilà. L'eau, c'est le meilleur moyen. La victime a reçu du produit chimique, par exemple de javel, d'acide, etc. Sur elle, on fait quoi? Tout de suite. Donc on appelle les secours, d'accord? On met le haut-parleur, on accompagne la victime à la douche. Donc on arrive à la douche, on va demander à la victime de faire quoi? On va couper les vêtements de la victime. Nous, on va se protéger. On a mis des gants. On met des gants, parce que c'est un produit chimique. On coupe les vêtements de la victime. On les coupe du bas vers le haut. On coupe les vêtements. Donc, la victime est nue sous la douche. Il y a de l'eau, d'accord? On a alerté les secours. Il nous reste les chaussures. Est-ce qu'on les enlève ou on les laisse? Qui dit laisser, qui dit on les enlève?
il faut absolument les enlever. Pourquoi? C'est un réservoir de produits chimiques. Si vous laissez les chaussures, ils vont y aller où le produit chimique? Donc il va faire quoi? On va faire un réservoir de produits chimiques. Donc, on coupe les vêtements sous la douche, il enlève les chaussures, on appelle les secours. On n'appelle pas le centre antipoison, on appelle SAMU, présente une victime, brûlure, on donne le nom du produit chimique, et on leur demande ce qu'il faut. Déjà, il est sous la victime et sous la douche. C'est bon pour vous? Brûlure, c'est par exemple, quand il y a une brûlure, généralement ça se suit avec une flictane. Donc quand il y a une... Vous savez c'est quoi la flictane ou pas? Non. Quand généralement une brûlure, il y a une couche d'eau. Il vous demande de ne pas la percer. Pourquoi? Donc on la met sur l'eau, elle a jusqu'à 10-20 minutes. Après si la victime elle va vous dire j'ai toujours mal, on laisse sur l'eau jusqu'à ce que la victime se sente bien. Pourquoi l'eau? Parce que c'est comme l'anesthésie. On refroidit la plaie. Quoi d'autre? On a dit on perce pas. Pourquoi? On ne perce pas quand on prend par exemple une aiguille. On va percer, on va faire quoi? On va rentrer le microbe à l'intérieur. On fait ça, c'est pour ça des fois. Quand il y a une poche d'eau, on va faire quoi? Donc c'est nous qui avons introduit le microbe à l'intérieur. C'est pour ça que ça s'infecte. On ne touche pas, on met sur l'eau, etc. Est-ce que c'est bon? Si par exemple une victime reçoit un produit chimique au niveau de l'œil, on fait quoi? Pareil, on met les gants, on prend sur un physiologique. Ce qu'il conseille, c'est de prendre un tissu. On a reçu quelque chose, un corps étranger, ou par exemple un produit chimique au niveau de l'œil, on fait quoi? Donc, on met des gants bien sûr, on ouvre les yeux de la victime, on a notre sérum physiologique, on ouvre. Est-ce qu'on le met d'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur? De l'intérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Ce qu'il vous conseille, donc on fait ça, on met des gants, on demande à la victime de nous aider, on va faire ça à la victime, et nous on va nettoyer. Donc on fait ça. À chaque fois, on fait ça. À chaque fois, on fait ça, etc. Est-ce que c'est bon pour vous? On a une victime au sol, elle est inconsciente suite à sa brûlure. La victime s'est brûlée, elle a vu la brûlure, elle est tombée dans les pompes. On fait quoi? On a donc, on a mis en PLS, on a dit, quoi d'autre? Ça commence à venir, on a mis en PLS. Sinon, on fait quoi? La victime ne réclame pas, elle ne va pas vous dire j'ai mal, mais par contre c'est une brûlure. Même la victime, elle est inconsciente, on prend quoi? On prend linge humide, on le met sur la brûlure. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. On a fait normalement le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'était clair pour vous? Des questions? Non, bien sûr. C'est bon pour vous? Merci de votre présence. Merci. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions avant de partir. Ce qu'on vous demande, c'est de ne garder pas tout pour vous. Transmettez ce qu'on a vu. Vous arrivez chez vous, la PLS, comment je vais faire la PLS? J'ai oublié. Je vais aller sur YouTube. Il y a des vidéos, d'accord? Vous regardez comment on fait. Transmettez votre savoir. C'est bon? Merci de votre présence, c'est gentil d'avoir participé. Merci.